Le lundi 13 septembre 2021 marquait le retour des classiques au détail à la librairie Ombre Blanche proposée par Yves Le Pestipon. Pour ce premier rendez-vous de la rentrée, Yves Le Pestipon proposait d'entrer dans les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau et plus précisément la 5e rêverie, du début jusqu'à Durant les vendanges. Bonne écoute. Bonsoir, il est donc temps de revenir à la littérature ancienne et de s'arracher au monde présent, bruyant, plein de virus, etc. Donc c'est un grand plaisir de reprendre à la librairie Ombre Blanche cette année ces classiques au détail qui ont traversé comme ils ont pu les périodes précédentes et qui j'espère continueront à traverser les périodes précédentes. L'idée donc de ces classiques au détail, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est d'essayer d'expliquer de manière assez précise des textes de littérature du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle français, et de s'abstenir des textes du XIXe et du XXe siècle, du XXIe, qui ont évidemment leur intérêt considérable, mais là, d'essayer de parler un peu précisément d'auteurs anciens. Voilà. Et donc, tous les mois, effectivement, la prochaine fois, c'est quelque part au milieu du mois de, je crois que c'est le 16 octobre ou le 15 octobre, je ne sais plus très bien, quelque chose comme ça. Il sera question des Fées. Les Fées, c'est un des contes de Perrault les plus célèbres. Et donc, ensuite, il y aura Madame de Genlis, et puis il y aura Molière, enfin, etc., puisque en 2022, vous savez, c'est l'année, non pas La Fontaine, puisque c'est l'année 2021, mais 2022, c'est l'année Molière, et donc on fera des choses autour de Molière et d'autres choses, d'autres auteurs qui se succéderont. Alors, parmi ces auteurs classiques français, il y en a un qui est particulièrement célèbre dans le monde, c'est Jean-Jacques Rousseau. Dans le monde et en France, je pense qu'il n'y a pas une ville française sans rue Jean-Jacques Rousseau, et il faut aller vraiment dans les tout petits villages pour ne pas trouver une place Jean-Jacques Rousseau. On sait que Gavroche chante une petite chanson, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Et encore aujourd'hui, dans la vie politique, et je voyais encore à propos d'une dame écologiste qui s'appelle Rousseau, qu'on l'accusait d'être rousseauiste, ce qui d'ailleurs est un peu vrai, sans doute, dans tous les sens du terme. Voilà. Et donc il y a bien un Rousseau extrêmement célèbre, dont la présence est encore là, dans le débat politique, non seulement français, mais aussi américain. Ce nom-là est bien connu, etc. Et les équivalents dans différentes langues de rousseauiste existent un peu partout. Rousseau, Jean-Jacques, à ne pas confondre avec Jean-Baptiste Rousseau, qui est donc un poète du XVIIIe siècle et qui n'a aucun rapport avec lui, et avec celui qu'on appelle aussi le Rousseau de Toulouse, qui vit au même moment et qui est un journaliste français, un Toulousain d'abord, puis qui monte à Paris, et qui va jouer un rôle au début de la Révolution française. Donc il y a 3 Rousseau au XVIIIe siècle, mais celui qui nous importe, c'est le fameux Jean-Jacques Rousseau. Et c'est vraiment un homme du XVIIIe siècle, puisqu'il fait bien les choses. Il naît au début du XVIIIe siècle, il naît en 1712, et il se débrouille pour mourir avant la fin du XVIIIe siècle, et même avant le début de la Révolution française, puisqu'il meurt en 1778. Donc c'est un homme qui a une vie assez longue, pas très très longue, et qui traverse effectivement le XVIIe siècle. Qu'est-ce qui est particulier, si je ne vais pas raconter la vie de Rousseau, parce que ça serait vraiment, ce soir, on y serait à 4 heures du matin, la nuit encore, hein, voilà. La vie de Rousseau est passionnante à bien des égards, d'autant plus qu'il en a fait la matière de son œuvre, hein, véritablement. Qu'est-ce qui est immédiatement frappant, c'est que Rousseau se distingue de beaucoup d'écrivains de ces époques-là, parce qu'il s'appelle, on va dire, Rousseau, c'est-à-dire c'est un pecno, c'est pas un noble, et il n'a jamais prétendu s'appeler de machin, de la chose, de truc, de bidule, et ni porter un pseudo, comme Voltaire, ou antérieurement Molière, et bien d'autres évidemment. Ce n'est pas un de Montesquieu, ce n'est pas quelqu'un qui se prétend plus ou moins noble sans être vraiment comme Jean de La Fontaine, ce n'est pas un noble comme Cholet de Laclos, c'est un homme qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, et qui va être très fier de s'appeler Jean-Jacques Rousseau. Donc c'est un homme qui sort de pas grand-chose, il vient de Suisse, de Genève, son père est artisan, il fait un peu des montres, etc. Mais ce n'est pas le grand artisanat de montres et de pendules d'où sort par exemple Beaumarchais un peu plus tard. C'est bon, l'artisan du coin, quoi. Voilà, simplement. Et Rousseau ne fait pas, on va dire, d'études considérables. Il ne va pas dans les grands collèges de jésuites, etc. Il n'a pas dans son enfance, dans son adolescence, des protecteurs qui versent de l'argent sur lui. Il part de zéro.
Et donc, on va dire que Rousseau, de ce point de vue, est un symbole de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascension sociale considérable, puisque partant de Genève, d'une famille absolument inconnue, enfin localement un tout petit peu connue, c'est pas un pauvre des pauvres, enfin voilà, il va effectivement faire une carrière qui l'amène une renommée absolument mondiale, mais au XVIIIe siècle, il va être un auteur très important, y compris de musique. Un des grands tubes du XVIIIe siècle, c'est le Devin du village, qui fait jouer, je crois, en 1751, qui a été d'ailleurs donné récemment au Festival des Lumières à Sorèze, devant un public un petit peu limité, mais Rousseau fait donner le Devin de village devant la reine, devant le roi. Toute la cour est là, cela est joué absolument partout en Europe. On va dire musicalement, c'est aussi mauvais que certains tubes qu'on peut entendre aujourd'hui, certainement, mais ça marche. C'est cucu, bonbon, tout ce qu'on veut, mais il y a des petites mélodies en tout genre. Et donc Rousseau va aller jusqu'au cœur de la vie culturelle du temps. Il sera là où il faut être, au plus haut point, en musique simplement. Voilà. Mais évidemment, la carrière de Rousseau, ce n'est pas la musique. Clairement, Jean-Jacques Rousseau n'est pas Jean-Sébastien Bach, bien qu'il ait composé effectivement de la musique, en apprenant la musique à zéro, lui-même, voilà, et bien qu'il ait passé sa vie à copier des textes de musique, et bien qu'il ait fait des traités de musicologie, on va dire. Et donc, bien qu'il se soit mêlé des débats de plus haut niveau de la musique de son temps, entre la musique française et la musique italienne. Cela aurait suffi, on va dire, à être un peu extraordinaire. Un type qui vient de Genève, qui est fils d'horloger, qui n'a pas fait d'études musicales avec les grands professeurs du temps, etc., et qui est joué à la cour. Voilà, c'est quand même déjà extraordinaire. Voilà. Il a arrêté après, bon, il a manifestement compris que, bon, peut-être, bon, voilà, il n'était pas le plus grand musicien de son temps, quand même il a eu carrière. Alors, évidemment, ce qui fait pour nous la gloire de Rousseau, ce n'est pas ça, c'est en fait deux autres choses essentielles. C'est un certain nombre de livres, d'ouvrages, et puis aussi un comportement, une vie dont on discute encore. Il y a, dans mes étudiants ou anciens étudiants, toujours des débats sur la vie de Rousseau. On aime Rousseau, on n'aime pas Rousseau, on est d'accord avec ses comportements, on n'est pas d'accord avec son comportement. C'est un écrivain dont la vie elle-même est un enjeu à l'intérieur de son œuvre, ou son œuvre, réciproquement, un enjeu à l'intérieur de sa vie. On va dire, par exemple, personne, enfin, à part les spécialistes, ne s'intéresse vraiment à la vie de Racine. Personne ne considère que les pièces de Racine sont mauvaises ou bonnes parce qu'il a été ceci ou cela. Personne ne s'intéresse vraiment à la façon dont Corneille ou La Fontaine vivaient exactement. Il n'y a pas eu de débat national, il n'y a toujours pas de débat national sur ce que certains ont appelé la carrière de Jean Racine, quelqu'un qui est mort il y a peu de temps, qui s'appelle Alain Viala, que je connaissais bien et qui était de l'Aveyron, avait écrit un livre sur Racine ou la stratégie du caméléon. Racine était un type absolument affreux, extrêmement ambitieux, tout ce qu'on peut imaginer de pire, mais on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas, il n'y a jamais eu de débat, il n'y a toujours pas de débat sur cette affaire-là. Sur Rousseau, on va dire, comme sur certains auteurs contemporains ou du XIXe siècle, sur Victor Hugo, la question de la vie est une question presque aussi importante que la question de l'œuvre, et l'un est lié à l'autre. Alors, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Rousseau n'a pas commencé par être un écrivain. Il a fait des voyages dans le nord de l'Italie, dans les Alpes, etc. Tout le monde connaît un petit peu son aventure avec une certaine Madame de Warens, qui est une dame très belle, fort riche, qui est payée par l'Église pour convertir les petits protestants pour qu'ils deviennent catholiques. Voilà ce qu'elle fait. Évidemment, elle trouve le jeune Rousseau un peu charmant. Rousseau la trouve un peu charmante. Bon, hop, hop, voilà. Les choses se passent très bien dans le domaine des charmettes. Et donc, il est initié à l'amour, à la vie, à la culture, par une dame de très bonne société, très riche, extrêmement aimable. Et pendant un certain temps, celle qu'il appellera ensuite maman, c'est effectivement, bon, à la fois sa compagne, sa guide, sa maîtresse, enfin, etc. Enfin, toutes ces choses de ce genre, jusqu'au moment où ils vont se séparer. Tout ça ne suffit pas, évidemment, à faire la gloire de Rousseau. Ce qui lance la gloire de Rousseau, c'est en 1750 le fait qu'il va gagner un prix lancé par l'Académie de Dijon. Malheureusement, ce n'est pas l'Académie de Toulouse qui a lancé ce prix-là, mais au XVIIIe siècle, les académies, comme celle que je préside à Toulouse, proposent des concours sur des sujets particuliers. Donc l'Académie de Toulouse, comme celle de Dijon aujourd'hui, récompense des thèses, mais ne lance plus des concours sur des sujets particuliers. Or, en 1749, est lancé un prix par l'Académie de Dijon qui va être gagné par Rousseau.
Et ce prix concerne une question vraiment tout à fait fondamentale, c'est la question de savoir pourquoi il y a des sciences et des arts. D'où ça vient qu'il y ait des sciences et des arts? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les sciences et les arts? Eh bien, Rousseau va gagner ce prix de manière très honnête. C'est un discours tout à fait bien formulé, rhétorique, mais il va y avoir des thèses un petit peu étranges dedans. Et alors que les sciences et les arts sont pensés au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, comme étant des choses qui apportent une modernité, véritablement, quelque chose de véritablement très important, eh bien, il va dire qu'en fait, ces sciences et ces arts nous éloignent d'un état où on était dans l'immédiat rapport à quelque chose. Au fond, il n'est pas si sûr que les sciences et les arts ne nous amènent pas à nous décomposer notre rapport au monde, n'amène pas du mensonge, du trouble. On sait qu'aujourd'hui, on vante la culture, le marathon des mots, l'histoire à venir, les rencontres en bleu blanche, etc., en disant c'est ce qui nous fait progresser, ce qui caractérise notre civilisation. Et pareil pour la science, ça apporte des progrès matériels. J'ai des lunettes, on tente de se soigner du Covid, un micro permet que vous m'entendiez, etc., etc. Et donc on se dit la science, globalement, apporte des choses positives. Et bon, des gens comme Voltaire, comme Condorcet, plus tard, comme Montesquieu, donc la philosophie des Lumières, insiste beaucoup sur cette dimension positive de la science. Mais Rousseau introduit une interrogation tout de suite, une interrogation qui est assez profonde dans ce premier discours. Et donc, on en parle. La thèse qu'il présente est non seulement réussie du point de vue rhétorique, le discours est beau, mais ça interpelle véritablement. Et quelques années plus tard, l'Académie de Dijon relance un nouveau concours, en 1755 si je ne me trompe pas, sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Et donc cette question aussi, bon, elle se pose. En effet, évidemment, il y a des inégalités. Alors il y a des inégalités, bon, il y en a qui sont plus gros que d'autres, plus costauds que d'autres, etc. C'est pas tellement ça dont il est question. Certains jouent mieux de la musique que d'autres, voilà. Mais il y en a qui manifestement sont nettement plus riches. On des vies souvent du coup plus longues, plus confortables, plus agréables que d'autres. Et cette inégalité, on la constate un peu partout sur Terre, tel que peut l'observer Rousseau. Et donc d'où ça vient? Et donc Rousseau apporte un certain nombre de réponses qui préparent effectivement, on va dire, les pensées socialistes, les communistes, etc., puisque tout ça vient de la propriété. Il y en a un jour qui a dit « ça c'est à moi ». Et c'est pas à toi. Et comme il était un peu plus costaud que les autres, il a réussi à le maintenir. Et ce désir de s'approprier crée la propriété. On sait comment plus tard, on va entendre dire au XIXe siècle que la propriété c'est le vol, qu'il faudra supprimer la propriété, etc. Trouver une inégalité. Et donc là, il y a deux textes philosophiques, mais aussi rhétoriques, qui font que Rousseau, à partir des années 1750, c'est un type dont on parle. Il a à ce moment-là, bon, pas tout à fait 40 ans, hein, bon, voilà, il a 38 ans, et puis un peu plus de 40 ans pour le deuxième discours. Et on en parle, et les philosophes du temps, et en particulier le maître en philosophie du temps, qui s'appelle Voltaire, lit ça, il n'est pas du tout content. Il n'est surtout pas content du deuxième discours. Il envoie une petite message à Rousseau en lui disant « Je vous félicite, monsieur, pour ce discours dans lequel vous dites tout le mal possible des hommes. » Voilà. Ce n'est pas les mots exacts, mais c'est à peu près exactement ça. Et Rousseau est un peu problématique parce qu'au moment où il fait ces deux discours, il est en train aussi de faire jouer le devin de village. Et il fait sa cour, on va dire, là où il faut, il est dans les meilleurs salons. C'est le type à la mode. Voilà, il est sympathique, etc. Il sort de Suisse, vous pensez, un type comme ça. Il s'est converti au catholicisme, au moins de manière superficielle et autres. Et donc, il est parti, de manière presque miraculeuse, pour une très grande carrière dans la littérature, dans la philosophie, etc. Or, Rousseau va opérer autour de 1755 une sorte de changement radical. C'est-à-dire, il va mettre, alors ça c'est une drôle d'idée dans la littérature, il va mettre en accord ce qu'il raconte dans ses deux premiers travaux et ce qu'il est véritablement. Il souligne qu'il y a un problème avec la culture, avec la science, qu'on voit bien quand on est au XXIe siècle, on voit bien comment ces problèmes se sont multipliés en quelque manière. Et il y a un problème avec l'inégalité parmi les hommes. Et donc il se dit, voilà, je dois me mettre en accord avec ce comportement, avec ce que je raconte dans mes livres. Ça ne va pas de soi dans l'histoire de la pensée. Racine n'avait pas du tout envie de vivre comme Phèdre et autres. Molière ne prétendait pas être en accord exactement avec toutes les thèses qui sont dedans. Peut-être qu'il faut aller chercher du côté de Montaigne pour trouver quelqu'un qui est un peu marginal à cette idée. Mais Voltaire lui-même, ça ne le dérangeait pas du tout de faire du trafic d'esclaves et de s'enrichir avec ça sans aucun problème, tout en développant des thèses un peu différentes. Cette idée qu'il doit y avoir un accord entre ce qu'on écrit et ce que l'on est, c'est une idée que la modernité a développée, c'est une idée presque angoissante à certains égards, mais c'est Rousseau qui va véritablement la lancer. C'est-à-dire, je suis moi-même, non pas la matière de mon livre,
Ça, c'est une idée de Montaigne, mais presque la preuve de mon livre. Je suis celui qui doit se comporter comme il dit qu'il faut se comporter. Alors, il va faire une réforme assez radicale. Il va se couper la longueur de la perruque. Il va même faire, parfois, il y a un de mes professeurs à l'école normale qui disait Rousseau fait un striptease crânien. C'est-à-dire, c'est pas mal. Il arrive dans un salon, vous savez, tout le monde a une perruque, donc c'est l'artifice, bien sûr. Il arrive sans perruque, donc à poil, voilà. Et donc, ça fait scandale. Alors, il enlève sa montre. Alors, la montre, c'est un objet, moderne, au XVIIIe siècle, enfin c'est un peu antérieur, mais c'est vraiment un apport technique, et on voit bien ce que la montre a transformé, alors maintenant le téléphone portable et bien autre chose, dans notre vie de tous les jours. Je sais qu'il est 17h43, je ne sais pas, enfin, à peu près, voilà, et qu'il me reste, sinon Christian Thorel va intervenir, tant de minutes pour rester. Il est clair que dans les sociétés qu'on pourrait appeler primitives, ou médiévales même, jusqu'à la Renaissance, personne n'a de montre sur soi. Et soudain, effectivement, à la fin du XVIIe, au XVIIIe siècle, les gens un peu aisés, alors surtout quand ils ont des parents horlogers, se mettent à avoir des montres. Et nous avons tous, en général, au moins une montre, un téléphone portable qui nous donne l'horaire, et puis des trucs qui nous disent que, etc., etc. Or, Rousseau dit, voilà, moi je ne veux pas porter de montre, parce que c'est un objet technologique qui coûte de l'argent. Pour fabriquer cet objet technologique, il faut faire ceci et cela. Il ne parle pas de pollution, mais voilà, il faut exploiter un peu les gens pour employer un autre vocabulaire. Mais surtout, parce que la montre coupe le temps en 1000 petits morceaux. Et donc, je suis asservi à ce temps-là. Et je veux retrouver le temps fondamental. Et puis, je vais m'habiller pauvrement. Et puis, je vais essayer de vivre de l'argent que je gagne et non pas de l'argent que monsieur de machin ou monsieur de la chose ou machin de la chose me verse. Parce que qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Il n'y a pas de droit d'auteur. C'est pareil au XVIIe siècle, donc quelqu'un comme La Fontaine, etc., ne touche pas de droit d'auteur. Là, actuellement, si je fais un livre, pour la Pléiade, on me donne quelque argent parce que voilà, le livre se vend. Voilà, très bien. S'il ne se vend pas, j'ai rien. Mais je peux espérer juste comme ça. Et donc, le droit d'auteur assure une certaine liberté des auteurs dans la relation au lecteur, puisque finalement, c'est les lecteurs qui vont financer ces beaux marchés qui mettent en place ce système. Mais quand Rousseau est là, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc comment ça se passe? Eh bien, il y a deux solutions. Ou bien on est riche et on publie ce qu'on veut, parce que donc voilà, on se publie en quelque façon compte d'auteur. Ou bien on n'est pas très riche et on ne peut pas financer toute sa vie comme ça. Et donc, à ce moment-là, très simple, on trouve un protecteur. Alors aujourd'hui, ça s'appelle le Conseil général, la DRAC et compagnie. Vous savez, dès qu'on veut faire une pièce de théâtre ou n'importe quoi, ou un film même, Monsieur Drac, Mercier, voilà, Jacques Mitch qui est là, connaît bien ça, tout ça. Donc, on va un peu les flatter, tout ça. Carole Delga, que vous êtes jolie, que vous me semblez belle, etc. Voilà, tout ça. Et moi, c'est pareil quand on fait du théâtre, bien sûr. Mais à l'époque, il n'y a pas de Drac, il n'y a pas Carole Delga, il n'y a pas tous ces gens-là. Il y a effectivement le duc de machin de la chose, la duchesse de machin de la chose, la Pompadour et compagnie. On dit à la Pompadour que vous êtes jolie, que vous me semblez belle, etc. Et puis on fait une dédicace au début. Belle Pompadour, que vous êtes généreuse, votre modestie est extraordinaire, etc. Par exemple, les Fables de La Fontaine, au début, il y a des dédicaces à des gens qui payent, tout simplement. Voilà. Et ça fait leur pub, très simplement. Donc c'est un peu embêtant. Parce que si vous voulez être un écrivain, ça veut dire que vous vous mettez au service de Madame de Montespan, de Louis XIV, de qui vous voulez, ou du seigneur du coin, ou des Capitouls à Toulouse, une instance de pouvoir, ou de l'archevêque, bien entendu. Voilà. Donc, on dit à tous ces gens qui sont modestes, qui sont très bien, qu'on les adore et tout, et eux, ils sont contents parce qu'il y a leur nom qui apparaît, et en échange, ils protègent, ils payent. Alors, protéger, ça veut dire donner l'accès à des emplois, permettre d'avoir des serviteurs, une maison, des tas de choses, assurer la sécurité, c'est très important, la sécurité. Et donc Rousseau se dit non, je ne veux pas de ça, il n'y a pas de droit d'auteur, donc je vais vivre en travaillant. Et comme je ne sais rien faire, ou plutôt je ne sais faire qu'une seule chose, la seule chose que je sais faire à peu près, c'est recopier des partitions de musique. Je vais recopier des partitions de musique à temps par jour. Et donc, évidemment, c'est un emploi modeste, ça rapporte très peu, encore aujourd'hui, j'imagine. Voilà, et il sait le faire. Et alors, il dit, il y a deux avantages. Le premier, c'est que quand je travaille et que je gagne un peu d'argent tous les jours, je suis libre. C'est vraiment une idée très, très importante. Malheureusement, quelque part, c'est à Auschwitz, je crois, qu'il avait écrit « Le travail, c'est la liberté », une formule vraiment effrayante telle qu'elle est détournée, mais c'est vraiment une idée qui vient du siècle des Lumières et que Rousseau fait sienne. Donc, c'est en travaillant et en gagnant ma vie que j'acquiers une liberté par rapport au système des nobles et tout ça. Et d'autre part, effectivement, quand je fais ce genre de boulot, qui est un boulot mécanique à peu près, eh bien, je peux penser à autre chose. Je peux penser à la philosophie, je peux penser à écrire des livres, je peux penser à l'amour et compagnie. Et donc, c'est un boulot très modeste, mais qui ne me prend pas la tête. Voilà, ça ne prend pas la tête, comme disent les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc, je suis un peu libre. Et donc, il va vivre jusqu'à la fin de ses jours
comme ça. C'est-à-dire que Rousseau, pendant les 30-40 dernières années qui lui restent à vivre, va gagner son argent en travaillant tous les jours, plusieurs heures par jour, à recopier des partitions. Et comme ça, bon, il va gagner un peu d'argent qui va lui permettre, etc. De temps en temps, il y a des gens qui vont le protéger, l'abriter. Il a des amis parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent et qu'il est poursuivi pour des raisons diverses et variées. Alors, c'est en faisant cela qu'il va lancer ses plus grandes œuvres. Le grand succès littéraire de Rousseau, en 1761, c'est un livre qui s'appelle La Nouvelle Héloïse, donc c'est la vieille histoire d'Héloïse et Abélard, mais renouvelée, c'est un roman par lettres, au bord des lacs suisses. C'est une histoire d'amour assez perverse entre deux hommes et une femme, bon, mais en même temps d'une grande pureté, ça clarence. Alors nous, ça nous ennuie en général un petit peu, parce qu'on pleure beaucoup, il y a de la transparence, en fait c'est très beau, mais un peu ennuyeux. En 1761, c'est un succès européen absolu, c'est traduit partout, tout le monde veut s'habiller en Héloïse, etc. Ça coïncide avec une sensibilité, avec le moment. Alors, un des éléments pour la sensibilité, c'est que Rousseau fait découvrir au public européen la montagne, les paysages alpestres, etc. Jusqu'à présent, personne ne s'intéressait aux Alpes du point de vue, ou la nature, et ensuite aux Pyrénées, du point de vue du bonheur. La montagne, c'était pas du tout « mon Dieu que la montagne est belle », c'était plutôt « mon Dieu que la montagne est dangereuse ». Il y a des ours, il y a des paysans, il y a des ariégeois, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, surtout, on n'y va pas. Il y a des bandits, enfin, voilà, on n'y va pas, ou on n'y va que quand on est obligé d'y aller. Et Rousseau fait découvrir que la montagne est un lieu peut-être à l'extérieur des villes, en hauteur, où l'air est meilleur, où il y a une pureté. Alors la pureté, c'est la pureté de l'air, mais c'est aussi la morale. Les paysans sont plus moraux dans ces hauteurs. Et il y a une beauté extrêmement apaisante, en particulier des régions dont il vient, c'est-à-dire les grands lacs suisses et du nord de l'Italie, des choses comme ça. Et effectivement, la Nouvelle Héloïse se passe au bord de ces lacs. Il y a une transparence qui se crée entre les personnages. Mais en même temps, cette transparence est fascinante parce qu'en même temps qu'ils sont transparents, ils essaient de se dire l'honnêteté. En fait, au bout du compte, ils se montent tout le temps. Parce que vous savez, c'est le drame de Sartre avec Simone de Beauvoir. Plus on essaie de dire la vérité à sa femme, à sa compagne, etc., ou à son mari, ou aux voisins qui sont... Plus on ment, au bout du compte. C'est terrifiant, voilà, mais c'est comme ça. Et Rousseau développe effectivement cette chose terrible de la multiplication des mensonges, de la transparence même. Et ça, c'est vraiment fascinant, c'est un vrai problème. Grand succès. Mais en même temps, Rousseau écrit plusieurs autres livres qui s'appellent L'Émile, qui est un traité sur l'éducation, et un tout petit peu plus tard, un grand livre qui s'appelle Le contrat social, qui essaie de réfléchir sur la façon dont les sociétés peuvent s'organiser. Alors, ces livres et d'autres travaux qu'il met à ce moment-là amènent d'une part une jalousie à l'égard de Rousseau chez ce qu'on appelle les philosophes, c'est-à-dire les philosophes des Lumières, Voltaire, d'Alembert, Diderot, etc. Et ils se disent, bon, il y a la jalousie. Hein. Qu'est-ce que c'est ce type-là? Vous savez qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ce mec-là? Il est vachement bizarre, les gars. Vous savez cette chanson, voilà. Lui vient de là-bas, on ne sait pas trop qui il est, d'accord, ce type-là. Enfin, il est plus célèbre que nous, quoi. Enfin, bon, on n'est pas content. Bon, première chose. Deuxième chose, qui n'est pas la jalousie stricte, c'est on n'est pas d'accord. Parce que ce type qui débarque, qui était vraiment très intelligent, il est en train de nous dire que la vraie vie, elle n'est pas à Paris, dans les salons, à faire de la philosophie, à faire de la science, à faire l'encyclopédie, tout ça, elle serait de se retirer un peu de ce monde de plus en plus corrompu pour aller voir ailleurs. Alors, il y a un texte célèbre qui s'appelle La lettre à d'Alembert sur les spectacles. Les citoyens de Genève ont un projet au milieu du XVIIIe siècle, c'est de faire des théâtres. Parce que vous savez, à Genève, c'est des protestants, ils ne sont pas très rigolos. Enfin, excusez-moi, il y a quelques protestants ici, voilà, mais voilà, ils sont vraiment... le théâtre, ça ne va pas, hein, vraiment, voilà. Ils ne sont pas d'accord avec cela. Ils demandent leur avis un peu aux philosophes. Est-ce qu'on doit faire un théâtre? Parce que, effectivement, le théâtre, c'est à la mode, ça amène de la circulation, il y a de l'argent, enfin, oui, on voit ce genre de choses, bien sûr. Voilà. Et Rousseau écrit une lettre contre l'avis d'Alembert, une lettre dans laquelle il explique non, citoyens de Genève, surtout pas. Si vous faites des théâtres, alors vous allez avoir des prostituées, vous allez dépenser de l'argent pour rien, les femmes vont se maquiller, enfin, etc. Et puis vous entendrez que des idées plus ou moins fausses. Parce que les types sur le théâtre vont dire n'importe quoi. Donc surtout pas. Et donc là, il y a un débat qui nous concerne encore aujourd'hui. On dirait que la partie est gagnée du côté de la culture et du théâtre. Il y a ce discours qui est ouvrons des théâtres, faisons des festivals, faisons le passe-temps bac d'abord, faisons tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est très très bien. Mais Rousseau intervient en disant « Attention, tout ça, ça coûte de l'argent, ça amène les femmes à se faire ceci ou cela, il y a des idées fausses qui circulent dedans, etc. Tout ça, ça nous éloigne de la vraie nature. » Donc on a un vrai débat sur ce qu'on appelle maintenant la culture. Pareil sur la science. Et donc les philosophes ont forte raison de ne pas être d'accord. Rousseau est quelque part, en effet, leur ennemi. Et puis, il y a aussi, effectivement, les gens d'église qui ne sont pas d'accord, aussi bien les catholiques qu'en terre protestante, les protestants. Parce que Rousseau est en train de développer un truc assez bizarre.
au lieu de nous dire, écoutez, allez à la messe, allez au temple, lisez la Bible et récitez les prières et puis payez des indulgences, etc. Non, non, n'allez pas là. Allez dans la nature et entrez en contact direct avec Dieu, avec le Seigneur, sans passer par des prêtres. Surtout pas avec des églises, surtout pas avec des cardinaux, de ce que vous voulez, des pasteurs et compagnie. Ça s'appelle la confession de foi du vicaire savoyard. C'est-à-dire, on sort des églises, des temples, on sort de ce qui fait obstacle, les toits, on sort des clergés en tout genre, et on va écouter en nous-mêmes la voix naturelle de ce qui nous est apporté par Dieu. Donc plus de théologie telle que les catholiques ou les protestants différemment la développent, plus d'église, un rapport direct à l'essentiel en quelque manière. Alors ça a des côtés un peu New Age, on voit bien, hein, voilà, on va dans la montagne, on fait om, enfin des choses comme ça, on voit ces tendances, voilà. Et quand on va effectivement ici ou là dans les Pyrénées, hein, en particulier vers Fougax et Barineuf, il y a des confréries qui vénèrent presque Rousseau, tout en mélangeant des choses avec des cristaux, enfin etc. Bon, évidemment, là il y a un enracinement très profond. Et on comprend bien qu'effectivement, il y a des tas de gens qui ont des choses à reprocher à Rousseau. Et il se trouve qu'en plus, Rousseau, c'est un homme. Donc, il n'est pas clair sur tous les plans. Alors, on repère que Rousseau, il ne s'est pas occupé vraiment de ses enfants, qu'il a eu de manière un peu douteuse, d'une certaine manière, etc. On commence à faire une espèce de procès à Rousseau, et Rousseau devient assez paranoïaque sur ces questions-là, et c'est vraiment la fin de sa vie. Alors, la fin de sa vie amène Rousseau, et c'est là qu'il nous amène ce texte, à se réfugier, c'est pas le seul. Voltaire va être amené à se réfugier hors du royaume de France, dans des endroits où on est plus ou moins tranquille. Et les endroits les plus ou moins tranquilles, à l'époque, c'est la frontière suisse ou c'est la Suisse. Mais la Suisse ne fonctionne pas à l'époque exactement comme maintenant. C'est-à-dire, maintenant, il y a un pays qui s'appelle la Suisse, qui est à peu près cohérent à 2-3 enclaves près. À l'époque, c'est comme l'Allemagne. Enfin, il y a un territoire suisse, mais il y a des cantons extrêmement indépendants. Et au milieu de tout ça, il y a des petits territoires qui appartiennent, par exemple, au roi de Prusse, ou à tel ou tel seigneur ou évêque qui se trouve en Allemagne ou en Italie du Nord. Donc c'est en fait une mosaïque de petits territoires, il y a des gros morceaux et des tout petits morceaux, dans lesquels, effectivement, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et évidemment, tout le monde se déteste plus ou moins, donc on en protège un, etc. C'est ainsi que Voltaire se met à la frontière suisse, tout près de Genève, et comme ça, donc si on l'embête un peu d'un côté, il va de l'autre, enfin voilà, on traverse. Et alors Rousseau va s'amener à se réfugier à Motier. Motier, c'est maintenant en Suisse, mais à l'époque, c'est pas en Suisse, maintenant c'est dans le canton de Berne, mais à l'époque, c'est un petit territoire prussien. Et parce que c'est un petit territoire prussien, il a un petit peu la paix là-dedans, dans ce petit espace. Simplement, à cause du contrat social, à cause de la confrérie, la profession de foi du vicaire savoyard, à cause du fait que les jésuites sont contre lui, mais aussi un certain nombre de protestants, enfin c'est très compliqué, je ne rentre pas dans les détails, on le poursuit partout et on paye même des gamins pour aller balancer les cailloux contre sa maison. Et donc là, il commence à avoir peur, puisque donc, il est poursuivi par les jésuites, on brûle ses livres, il est poursuivi par des protestants, enfin il y a des tas de choses qui se passent. Et en plus, lui, il barjote un petit peu, il en rajoute un peu sur la couche, mais quand même, il est exact qu'à Motier, effectivement, en 1765, on bombarde sa maison, et donc il va se réfugier, et c'est là que va être le texte qui est là, à côté, pas très loin de Motier, dans une petite île, dans le lac de Bienne, qui est un des grands lacs, enfin un des moyens lacs italiens, puisque le lac de Neuchâtel est plus grand, considérablement, et le lac de Genève encore plus grand, mais qui est un peu à la racine du lac de Neuchâtel, le lac de Bienne, grand lac pour nous, véritablement, dans lequel il y a deux petites îles, et il va aller là-dedans. Voilà. Et il se trouve que là, il est dans le canton de Berne. Les îles appartiennent à un hôpital, voilà, qui se trouve sur la rive, à Berne, pardon, la rive, excusez-moi, et là, il va trouver un petit refuge. Mais les types de Berne disent, attention, non, vous n'allez pas rester là, parce que nous, on ne veut pas de vous. Voilà. Et donc, il va rester, en fait, 6 semaines, en septembre et en octobre 1765, si je ne me trompe pas, dans cette île, jusqu'à être expulsé. Et le récit qu'il va nous donner, c'est donc ce moment-là. Et ensuite, la vie de Rousseau va être de se balader un peu partout, enfin, d'être protégé par un certain nombre de gens qui vont effectivement le protéger, le cacher, et il mourra en 1778, protégé dans un domaine. Alors, le texte qu'on va lire est extrait des Rêveries du promeneur solitaire. C'est le début de la 5e rêverie du promeneur solitaire. Vous écoutez Yves Le Pestipon lors du Classique au détail enregistré lundi 13 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche et consacré aux rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, plus précisément la 5e rêverie.
Les rêveries du promeneur solitaire, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française, et évidemment de Jean-Jacques Rousseau en particulier. C'est un livre que Rousseau n'a jamais publié de son vivant. Pour lui, ça n'a jamais été un livre. Il est publié quelques années après la mort de Rousseau, avec d'autres œuvres autobiographiques, par le marquis de Girardin et par quelques autres, et sa véritable gloire, sa gloire considérable, aura lieu en fait après la Révolution française, au XIXe siècle, et ça ne va cesser de se développer. Bon, les grands lecteurs de Rousseau, des rêveries, seront Nerval, par exemple, qui va méditer sur la tombe de Rousseau, qui est dans une petite île, enfin, avant d'être au Panthéon, et puis ce sera Proust, ce sera bien d'autres, et encore aujourd'hui. Alors, le livre fait date, ne fût-ce que par son titre. Rêveries du promeneur solitaire. C'est un titre qu'on retient facilement. Rêveries, les rêveries du promeneur solitaire. Un titre de Rousseau lui-même. Parce que sur ces 3 mots, il a changé l'histoire, on va dire, de la civilisation occidentale. Le mot rêverie est un mot qu'on emploie généralement de manière positive quant à nous. Par exemple, quand Bachelard parle de la poétique de la rêverie, on trouve que c'est plutôt bien. Je rêve, je rêvasse un petit peu. Les surréalistes, etc., ont développé cette idée de la rêverie. Freud aussi, voilà. Et pour nous, donc, être rêveur, être dans la rêverie, c'est quelque chose qui est pensé comme plutôt une attitude à peu près normale. On ne sera pas étonné que un homme positif, on va dire comme M. Macron ou un autre, enfin un homme politique ou un scientifique, ait des moments de rêverie, et même on dira que ça fait partie de son humanité, de son humanité heureuse. Ça serait bien malheureux que M. Macron ou le grand scientifique ou autre ne rêve pas et n'ait pas des rêveries, c'est-à-dire non pas l'état de sommeil, dans lequel on va rêver, ou l'état dans lequel je vais être avec des drogues, mais cet état entre le sommeil et la vie réelle, cet état dont parle beaucoup Proust dans La recherche du temps perdu, quand je suis plus ou moins en train de m'endormir, ou plus ou moins en train de m'éveiller, c'est l'état entre le songe et la vie réelle, dont parle effectivement Nerval aussi. Très bien, alors la rêverie, pour nous, devenue positive, au XVIIe siècle, c'est un mot très négatif, et encore au début du XVIIIe siècle. Une rêverie, c'est une fadaise, une bêtise, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Ce sens nous reste encore là, mais Rousseau va faire que la rêverie va devenir une partie constitutive de ce que c'est qu'un être humain, on va dire, normalement constitué. Et puis, le promeneur. Le promeneur, le mot, il ne l'invente pas. La promenade, le promeneur, on le trouve de manière plus ancienne. Mais, par exemple, au XVIIe siècle, le mot promenade, c'est réservé, en gros, aux amoureux. Par exemple, il y a le promenoir des amants de Saint-Amand, qui est un poète du XVIIe siècle. Et bien, la promenade se fait dans un parc, bien sûr, et c'est un moment érotique. Enfin, érotique, c'est pas pornographique, bien sûr. C'est-à-dire un homme et une femme, en général, échangent des mots tendres dans un espace qui sera le parc de Versailles ou ce que l'on veut, d'accord, ou éventuellement dans l'espace de l'Astrée. Et donc, ça se fait à deux. C'est des jeunes gens qui se promènent. Quand on est vieux, non. Enfin, voilà, non, on ne se promène pas. Voilà. Et donc, c'est un mot qui a une zone de signification qui n'est pas celle que nous donnons aujourd'hui. Maintenant, je vais dire tranquillement, je vais faire une promenade au bord de la Garonne. Et encore une fois, ça sera pensé comme positif. Le grand scientifique, l'homme politique sérieux, le patron de librairie, le professeur de Cagnes, eh bien, il est heureux qu'il aille de temps en temps se promener, si possible seul, sans une compagne ou un compagnon ou n'importe, et qu'il réfléchisse de manière rêveuse sur le monde. Donc la promenade, de ce point de vue, se distingue beaucoup du voyage, de l'itinéraire, puisque dans le voyage, dans l'itinéraire, on va d'un point à l'autre, et on peut en rendre compte avec une carte, et puis on dit, voilà, la promenade, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas tout à fait d'où je viens, je ne sais pas combien de temps exactement ça va durer, et au fond, je ne sais pas très bien pourquoi je fais ça. Bon, le jogging, c'est très différent. Je le fais pour maigrir. Je le fais pour avoir une bonne respiration, etc. La promenade, c'est toujours légèrement louche, légèrement malhonnête. Voilà. J'y vais pas pour le sport. J'y vais pas pour acheter des carottes. J'y vais pas pour rencontrer le patron de la librairie Ombre Blanche, etc., etc. J'y vais pas pour explorer une grotte ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Je me promène, c'est du temps un peu perdu. Donc je sens bien qu'il est très utile. Et donc il y a une positivité de quelque chose qui n'est pas ce que quelqu'un pense comme positif. Par exemple, pour Voltaire, il n'y a pas de promenade. Voltaire, ou est chez lui et il travaille, ou il voyage, et le plus vite possible pour aller vendre ses livres, rencontrer le roi de Prusse, etc., faire des actions diverses et variées. Ça, oui, très bien. Et on voit toujours, bien entendu. La promenade, c'est quelque chose qui est un peu anomique, et puis en même temps, on sent bien, et c'est là Rousseau qui a mis l'accent là-dessus,
que la promenade, c'est quelque chose de très important. Et Nerval va repartir sur ces promenades dans le Valois, c'est-à-dire je vais me balader, bon, je rencontre une fille, je rencontre des paysages, je ne sais pas très bien d'où je vais, mais quelque part on se dit aussi que peut-être ton existence humaine est une sorte de promenade, non pas un voyage, non pas une expédition, non pas une exploration, non pas un jogging, non pas un marathon, je déteste le titre marathon des mots, mais une promenade, c'est-à-dire quelque chose d'un peu incertain dans lequel il y a la rêverie du corps, de la rencontre avec le monde. Et puis, solitaire. Alors, solitaire, c'est aussi étrange, parce que le mot existe, évidemment, depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est qu'un solitaire? Eh bien, par exemple, dans les Fables de La Fontaine, le rat qui se retirait du monde, mes amis, dit le solitaire. Qu'est-ce que c'est que ce rat qui se retire du monde? Dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. C'est un moine, c'est un ermite. Les solitaires de Port-Royal, c'est des gens qui vivent religieusement, séparés du monde pour se tourner vers Dieu. Et donc, le solitaire, c'est ça. Donc, c'est un type qui s'est retiré du monde, plus ou moins dans un monastère, dans une chartreuse, radical, un ermite complètement, et qui fait son salut, hein, véritablement. Voilà. Sinon, le mot est négatif, parce que sinon, il est un peu fou. Si le roi Louis XIV, ou je ne sais pas, un homme comme moi, vit en solitaire, on va dire, attention, c'est une espèce d'ours mal léché, c'est un Alceste, un misanthrope, c'est pas du tout, pas du tout bien. Donc le solitaire, c'est religieux positif, ou à la rigueur, ça peut être, quand c'est employé, comme négatif. C'est quelqu'un qui est coupé du monde. Et d'ailleurs, Voltaire va le dire à propos de Rousseau, dont il observe qu'il est un peu seul, les méchants sont toujours seuls. Et oui, si vous êtes seul, c'est que vous êtes méchant. Hein, voilà. Supposez que vous ne soyez pas un moine. Très bien. Or, solitaire, Rousseau va constituer donc cette promenade et cette rêverie solitaire. Et solitaire ici n'a pas un sens essentiellement religieux. Il ne prétend pas, effectivement, se retirer dans un monastère à un Calcate ou ailleurs. Les moines ne se promènent pas. Ils sont posés à un certain endroit, ils travaillent, orare et laborare, mais pas, j'invente un verbe latin idiot, promenare, non, c'est pas dans la règle de Saint-Benoît, pas du tout. Hein, voilà. Donc ils font un petit tour dans le cloître, tranquillement, d'accord, ils tournent un peu en rond, mais ils ne vont pas se promener, bon, même si parfois, bon, maintenant ils le font parfois. Donc c'est pas au cœur de la règle, la promenade, ils sont pas là pour ça. Or là, on nous dit, la promenade est permanente, et la solitude aussi. Donc c'est une autre solitude dont il est question que celle des moines, des ermites, ou c'est une autre solitude que celui qui serait un méchant homme, qui serait seul comme Don Juan dans les forêts et qui, comme le loup, essaierait d'aller prendre des femmes ou des agneaux ou tout ce que l'on veut dans ce genre, voilà, terriblement. Le mot est revendiqué. Et donc sur ces trois mots, quelque chose se joue. On sent bien que quelque chose d'important dans notre civilisation, la rêverie, qui vient contraster avec l'obsession, on va dire, du profit, du travail, de la réussite sociale, de la science, etc., enfin, de l'art éventuellement. La promenade, on sent bien que c'est très important aussi, qui vient contraster avec le transport aérien, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis aussi la solitude, parce qu'on nous invite fortement à avoir des milliers d'amis sur Facebook, mais aussi à être dans des communautés, une sorte de nature, etc. Et là, il y a quelque chose qui vient contester une certaine idée de la modernité, au nom d'une autre, tout à fait fascinante, rêverie du promeneur solitaire. Et en plus, Rousseau met ça au pluriel. Il n'y a pas une rêverie, mais il y en a plusieurs. Alors comment a fait Rousseau, donc, vers la fin de sa vie, dans les années 1772, 13, 14, en plusieurs étapes, il écrit, d'abord sur des petits bouts de carton, il écrit des textes qui sont un peu désaccordés. Ces textes-là, le marquis de Girardin va les retrouver à la fin de la vie de Rousseau, dans les papiers, et se dire, voilà, il y a un texte, un ensemble vraiment important, il y a 10 textes, alors il y a des datations un petit peu différentes, voilà, il y a des reprises, et ça vaut la peine de les publier. Et donc, il va sortir un livre qui est remarquable par la beauté, on va voir quelques phrases, mais remarquable par ses intentions. Qu'est-ce que c'est qu'un livre avant les rêves du promeneur solitaire? Eh ben, il y a plusieurs possibilités. On peut faire un livre de poèmes, à la gloire du roi, une belle dame, enfin des choses de ce genre. On peut faire un livre de philosophie. On peut faire un livre d'histoire. Je vais raconter l'histoire du roi, enfin, ou des Romains, etc. Je peux écrire éventuellement mes mémoires. Et j'écris mes mémoires, surtout si je suis un grand homme. Je suis le cardinal de Ré, je suis le roi Louis XIV, peu importe. Je suis duc de Saint-Simon, je raconte mes mémoires. Donc il y a un certain nombre de modèles. Alors évidemment, je peux faire des pièces de théâtre, je peux faire des romans, etc. Il y a des genres. Or, les rêveries du promeneur solitaire, c'est pas un roman. C'est un personnage qui parle de lui-même en vérité. Ce n'est pas un poème, c'est en prose.
si on se dit que la poésie, c'est nécessairement les vers. Ce n'est pas des mémoires, parce que des mémoires, ça commence, en gros, je suis né tel jour, je suis un grand homme, je vais raconter ma vie, bon, voilà, soit en mettant l'enfance, soit en mettant pas l'enfance. Ce que fait un peu Rousseau dans un livre qui s'appelle Les Confessions. Ce n'est évidemment pas une pièce de théâtre. Et alors, c'est quoi? On ne sait pas trop. C'est un truc, un machin, dans lequel il y a la philosophie, dans lequel il y a des récits présentés comme vrais. C'est-à-dire, Monsieur Rousseau a vraiment vécu ce qu'il dit qu'elle a. Il y a des passages qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle la philosophie, c'est-à-dire des idées qui s'enchaînent. Il y a des descriptions, il y a des évocations. Il y a des moments où Rousseau raconte qu'il est renversé par une espèce de charrette avec un chien, et là, il meurt presque, il s'évanouit complètement. Et puis, ce qui l'intéresse, c'est de raconter ce moment où il n'est plus tout à fait conscient, mais il n'est pas tout à fait inconscient. Le moment où il disparaît la conscience, c'est le moment où il retrouve la conscience. Donc c'est étrange, puisque généralement les livres que j'ai cités, les romans, les essais, etc., ce sont des livres écrits sur des états de conscience, disons, positifs. Or là, on est en train de réfléchir sur des moments où on n'est pas tout à fait conscient, ce que fait Proust aussi, hein, ce que fait Nerval, ce que font bien d'autres. Et donc on a quelque chose qui ne ressemble à rien et qui va pourtant avoir une succession d'imitateurs. Parce que des quantités de gens, on va écrire ensuite d'autres rêveries, d'autres textes, on va dire, marginaux, qui ne ressemblent à rien d'autre, qui ne ressemblent même pas aux essais de Montaigne, dans lesquels Montaigne médite à partir de textes antiques, pour l'essentiel. Rousseau va le faire aussi un petit peu, Sénèque ou Plutarque, mais des citations en latin, Rousseau en met très très peu. Il médite essentiellement à partir de son expérience personnelle, à un moment de sa vie. Et son expérience personnelle, c'est celle de sentir qu'il est rejeté du monde. Alors, il y a donc le passage que je l'ai pris parce qu'il y a un mot très important de l'histoire de l'Occident qui est dedans, qui est le mot romantique. Le passage que j'ai pris, donc, c'est le début de la 5e rêverie, où Rousseau se trouve à l'île Saint-Pierre, dans le lac de Bienne. Alors, je vais le lire, et puis on va essayer un petit peu de le commenter. 5e promenade. De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite île qu'on appelle à Neuchâtel l'île de la Motte est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur, que je sache, n'en fait mention. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Car, quoique je sois peut-être le seul au monde à qui sa destinée en ait fait une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de Genève, parce que les rochers et les bois y bordent l'eau de plus près, mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y a moins de culture de champs et de vignes, moins de villes et de maisons, il y a aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asiles ombragés, de bocages, de contrastes plus fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme il n'y a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour les voitures, le pays est peu fréquenté par les voyageurs, mais qu'il est intéressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s'enivrer à loisir des charmes de la nature et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux et le roulement des torrents qui tombent de la montagne. Ce beau bassin d'une forme presque ronde enferme dans son milieu 2 petites îles. L'une habitée et cultivée d'environ une demi-lieue de tour, l'autre plus petite, déserte et en friche, et qui sera détruite à la fin par les transports de la terre qu'on annote sans cesse pour réparer les dégâts que les vagues et les orages font à la grande. C'est ainsi que la substance du faible est toujours employée au profit du puissant. Il n'y a dans l'île qu'une seule maison, mais grande, agréable et commode, qui appartient à l'hôpital de Berne, ainsi que l'île, et où loge un receveur avec sa famille et ses domestiques. Il y entretient une nombreuse basse-cour, une volière et des réservoirs pour le poisson. L'île, dans sa petitesse, est tellement variée dans ses terrains et ses aspects qu'elle offre toutes sortes de sites et souffre toutes sortes de cultures. On y trouve des champs, des vignes, des bois, des vergers, de gras pâturages, ombragés de bosquets et bordés d'arbrisseaux de toute espèce, dont le bord des eaux entretient la fraîcheur. Une haute terrasse plantée de 2 rangs d'arbres borde l'île dans sa longueur, et dans le milieu de cette terrasse, on a bâti un joli salon où les habitants des rives voisines se rassemblent et viennent danser les dimanches durant les vendanges. On a envie de se dire que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, et en effet ça l'est. C'est presque aussi beau que les sonates, les morceaux de Jean-Sébastien Bach quand Michel Brun les commente. Le thème, on va dire, presque au sens musical, c'est l'île qui est dedans.
Il y a effectivement une île, et même il y a en effet 2 îles dans cette affaire. L'île, c'est un grand thème littéraire, on va dire, même si pour Rousseau, c'est aussi et d'abord essentiellement une expérience. On sait que depuis longtemps, il y a des îles qui se promènent dans la culture occidentale. Ça commence au moins par l'île d'Ithaque. Dans l'Antiquité grecque, Odyssée, Ulysse habite dans une île. Donc une île, c'est un petit espace clos, séparé du monde, qu'on maîtrise assez bien et qu'effectivement Ulysse maîtrise assez bien. Il est le roi de la ville d'Ithaque, il a sa femme, il y a aussi des prétendants qu'il liquide à la fin, et on n'a pas très envie d'en partir parce que véritablement on est très bien dedans. Et donc l'île, c'est une forme maîtrisable, comme douce, entourée d'une eau qui, elle, est potentiellement dangereuse. On risque d'être noyé dans cette eau, il risque d'y avoir des sirènes, etc. C'est le monde de l'autre, de la guerre, etc. Et puis l'île, c'est aussi un espace sur lequel on va pouvoir faire peut-être éventuellement des expériences, parce que l'île est coupée du monde. Et donc on peut imaginer que dans l'île, il se passe quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. C'est par exemple l'île d'Utopie de Thomas More à la Renaissance. On peut imaginer que dans la société dans laquelle nous sommes, les choses sont liées entre elles, mais dans une île, ailleurs, les choses se passent autrement et peut-être mieux. Et donc ce double sens de l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, mais ce qu'on désire. C'est aussi chez Rabelais, il va y avoir l'île sonnante et autres. Ou alors dans les pièces de Marivaux, il va y avoir effectivement l'île des esclaves ou la colonie. On va essayer d'imaginer que dans des îles, il se passe autre chose qu'ici, et donc l'île sera un territoire expérimental, donc un lieu de réflexion politique véritablement. Mais aussi l'île, c'est un endroit qui fait peur quelque part. Lorsque Robinson Crusoe est écrit en 1719 par Daniel Defoe, l'île, c'est d'abord un endroit redoutable. Robinson n'a pas du tout envie d'y aller, il n'a pas envie, il n'arrive pas avec un vaisseau tout près, avec un tour opérateur, pour aller faire quelques photos et manger des sushis. Il est mis sur l'île où il est tout seul. Heureusement pour lui, il y a un bateau qui est éclaté, le sien, il avait récupéré quelques instruments, et il va réussir à survivre dans des conditions épouvantables, parce qu'effectivement, l'île, pour lui, c'est la non-civilisation absolue. Et ce thème sera repris par Jules Verne beaucoup plus tard dans l'île mystérieuse. C'est un endroit où débarquent Cyrus Smith et ses compagnons. Ils n'ont rien et eux, ils vont le transformer en espèce d'espace industriel, moderne. Cyrus Smith est un ingénieur anglais et avec ses compagnons, ils n'ont pas de femmes, tout va bien, ils vont réussir à fabriquer une île qui sera une île moderne. Donc c'est aussi l'île, un espace inquiétant, terrible, effrayant. On sait bien l'île au trésor, enfin toutes ces thématiques-là, qui peut être le lieu des fauves, des pirates, etc., qui attire, qui effraie en même temps, mais qu'on peut transformer véritablement. C'est l'objet de l'île mystérieuse, des choses comme ça. Et puis enfin, l'île peut être aussi un lieu de retraite, où on peut aller se mettre à l'abri. On vient d'admirer le mariage récent de Serge Lama, l'auteur immortel d'une île, d'accord, cette chanson, voilà. Et bien sûr, l'île, chez lui, dans cette chanson, on va dire romantique, dans un mauvais sens d'ailleurs du terme romantique, représente un espace désirable où on est loin du monde et du bruit, coupé, etc., où on finit même par dire cette île, c'est toi. Bon, c'est terrifiant comme poésie, mais enfin bon, très bien, c'est effectivement du Serge Lama. Il ne faut pas exagérer. Mais effectivement, l'île, c'est le lieu de l'amour potentiel à l'écart du monde et du bruit. C'est le lieu pour Paul et Virginie. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. C'est le lieu où on va se retrouver tranquille. Et bien sûr, les tour opérateurs et autres vantent un peu cette possibilité, aller passer du temps dans telle ou telle île du Pacifique, aller au moins à l'île Dieu, aller à Belle-Île ou ailleurs. Vous allez vous retirer du monde plus ou moins corrompu. Allez-y éventuellement avec votre belle, allez vous reposer, vous retirer. L'île, c'est un endroit pensé comme plus ou moins paradisiaque. Il y a beaucoup de choses qui se promènent dans la littérature de l'île. Un des plus remarquables auteurs de l'île est évidemment, comme toujours, sur tous les sujets, Victor Hugo, puisque lui, il va être expulsé de France, enfin, il va partir, voilà, il va se retirer à Jersey puis à Guernesey, et il va transformer cette île entourée de mers violentes, non pas en locus amoenus, en lieu délicieux où on est avec une belle, même s'il a des belles à foison, non pas en lieu utopique, parce que c'est pas une île utopique, non pas en lieu qu'on va coloniser, il va pas entreprendre de coloniser, de transformer ça, mais en plateforme
de protestation contre le Second Empire, contre une bonne partie de la société, contre une sorte de piédestal à partir duquel il pourra être véritablement. Donc l'île en littérature, c'est un objet qui se promène un peu partout et que les écrivains, encore aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que, par exemple, Solers aime beaucoup habiter à l'île de Ré, hein, voilà, il écrit tout ça, qu'il en fait le lieu de beaucoup de ses romans, l'île, bien sûr, et bien d'autres auteurs. Le prix Nobel Le Clésio aime bien aller se balader et raconter des histoires du côté de l'île Maurice ou d'ailleurs. Donc l'île est un topos littéraire. Pour Rousseau, c'est différent, c'est d'abord une expérience de vie. Même s'il a à l'arrière-plan de sa tête tout un tas de souvenirs qui viennent de Thomas More, de Rabelais, de l'Ithaque, de l'île de l'Atlantide, et bien de choses comme ça. Il nous évoque dans ce texte, qui apparemment est une description, qui ressemble même à une description de récit de voyage. En 3 paragraphes, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a d'abord un premier paragraphe qui nous dit assez simplement, voilà, cette île a un rapport avec moi, avec le bonheur. Il y a un deuxième paragraphe qui nous dit, attention, cette île, elle est installée dans un lac, qui est le lac de Bienne, de forme à peu près circulaire, et on caractérise l'île dans son espace géographique. Donc l'île et moi, petit 1, l'île et le lac de Bienne, petit 2, et puis petit 3, le troisième paragraphe, qu'est-ce qu'il y a dans l'île ? Il y a des vignes, il y a une maison, la maison du receveur, etc. Et il y a un certain nombre de choses qui se font dans cette île, voilà, qui est particulière. Donc on a quelque chose qui rappelle le récit de voyage. À la fin, effectivement, on a, disons, une certaine représentation de cette île Saint-Pierre, autrement nommée île de la Motte. On reviendra un peu sur cette double nomination de l'île. Alors, le récit de voyage, c'est un genre littéraire très important au XVIIIe siècle. Alors, ça remonte déjà au XVIe siècle avec les retours des grands voyages, puis ça prend de l'importance au XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, on n'arrête pas de voyager à travers le monde. Et quand on voyage, on a des chances de revenir vivant plus qu'au XVIe siècle, et de revenir un peu vite. Et donc, on écrit des textes, voilà, innombrables, qui sont des récits de voyage. Et on fait même des suppléments aux récits de voyage. Par exemple, Diderot fait un supplément au récit de voyage de Bougainville, et le public adore lire ça, parce qu'évidemment, il y a des informations sur des populations externes, etc. Donc, on a un modèle qui est celui, disons, du récit de voyage, avec des descriptions informatives, mais Rousseau fait vraiment autre chose qu'un récit de voyage. D'abord, l'île dont il nous parle n'a rien de véritablement extraordinaire. Il n'y a pas de tortue géante, il n'y a pas de varan comme à Komodo, il n'y a pas de sauvages plus ou moins bizarres, il n'y a pas de religion extravagante, enfin, etc. Bon, on est au bord du lac de Bienne, enfin dans le lac de Bienne, on est dans le cœur de l'Europe. Les types qui habitent là se comportent, on va dire, comme des Français. Donc c'est quelque chose qui est sans pittoresque très, très original, et sans apport informatif extraordinaire sur des civilisations bizarres, enfin tout ce qu'on pourrait avoir de ça. Donc quelque part c'est une île un peu nulle dont il est question. Bon, il y a des vignes, il y a une maison, il y a une île à côté, enfin voilà, c'est un peu déceptif, si on veut dire, par rapport au récit de voyage, tel que le fait La Condamine, tel que le fait Bougainville ou autre, qui racontent des histoires extraordinaires, avec des types extraordinaires, dans un endroit un petit peu extraordinaire. Là, c'est autre chose. Mais d'autre part, ce n'est pas simplement un récit de voyage, parce qu'on le voit bien. D'entrée de jeu, ce dont nous parle Rousseau, premier paragraphe, c'est l'île et mon bonheur, et moi. Et donc, loin d'avoir un texte qui va réfléchir de manière objective pour essayer de nous donner des informations, la question, c'est le rapport du sujet avec l'objet dont il est question. Puis ensuite, on voit dans le deuxième paragraphe, et en particulier à la fin, qu'il est question de 2 îles, et que le fait qu'il y a 2 îles, et qu'il y ait l'une qui est plus grosse que l'autre, et qu'on va utiliser la terre de l'île la plus petite pour renforcer l'île la plus grosse, ça amène une réflexion politique et morale. En effet, bon, en général, nous dit-il, les forts se nourrissent des faibles. Et donc là, on sort du récit de voyage à la description pour entrer dans une préoccupation, disons, fondamentale de Rousseau, l'inégalité parmi les hommes, mais aussi l'inégalité, on va dire, parmi les îles. Et puis à la fin, on nous propose une sorte d'évocation de cette île
mais une évocation qui finit, elle n'est pas très géographique, elle finit par quelque chose qui nous donne une impression de plénitude. C'est assez curieux parce que l'île, c'est quelque chose qui est séparé. L'île est séparée du rivage par de l'eau. Et on va dire d'ailleurs le mot île en français, et ça Mallarmé l'a un peu montré, dit un petit peu la séparation. On casse, le cri, enfin quelque chose comme ça. Or, regardez comment ça se finit tout à fait le texte. Une île où les choses sont séparées, mais au contraire, c'est l'île du rassemblement. Les habitants des rives voisines se rassemblent et viennent danser les dimanches durant les vendanges. Donc il y a effectivement du vin qu'on fait autour du lac de Bienne, et encore, il est fort bon. Ça nous contredit un petit peu nos imaginaires. Il y a du vin suisse, et en plus il est bon. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et il y en a particulièrement autour du lac de Bienne, et en effet, on a toujours des vignes dans ce qu'est l'île Saint-Pierre, qui maintenant n'est plus une île, puisque depuis la fin du 19e siècle et la reconstruction du système du Jura, c'est-à-dire des travaux hydrauliques considérables, le niveau du lac de Bienne a été modifié, des marnes sont arrivées, et donc l'île Saint-Pierre est reliée à la terre par une espèce de cordon littoral, si on peut dire, à part que ça s'enfonce un petit peu. Mais bon, l'île existe toujours, la voisine existe toujours, mais on peut y aller à pied en longeant une espèce de canal qui est là. Et donc, effectivement, il y a île dans lequel il y a des vendanges, mais quand on regarde un petit peu comment c'est, vous voyez, c'est plein. Viennent danser les dimanches durant les vendanges. Tout est en A, tout résonne à l'intérieur, et puis il y a les vendanges, qui est un moment de plénitude, on se rassemble, on va faire le vin, voilà, il y a tout ce qui est là. Et puis les gens, alors ça c'est vraiment une idée rousseauiste, les gens, les paysans, les pauvres, ils dansent. Et non pas comme on danse à la cour, des danses un peu sophistiquées et autres, mais des danses que Rousseau qualifie ailleurs de naturelles. C'est-à-dire des danses avec les pipeaux et autres, des danses peut-être comme préhistoriques et autres, et des danses qui ne servent pas à séduire les dames ou à se séparer, ou des choses de ce genre, mais à constituer l'unité du petit groupe. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se dessine. L'île est à la fois le lieu d'une solitude, d'une séparation, mais en même temps, mystérieusement, miraculeusement, c'est le lieu d'une plénitude et d'une réunion, effectivement de rassemblement. Alors, rassemblement pour les gens qui sont là, mais rassemblement aussi pour Rousseau lui-même, puisque dans cette île, il peut en effet se circonscrire. Alors, le verbe circonscrire apparaît dans la première phrase, il nous dit à peu près ceci: de toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, et en effet, Rousseau n'a cessé de voyager, enfin dans un espace relativement limité. Il n'est pas allé en Chine ou en Afrique, mais disons entre l'Italie du Nord, la Suisse, la zone de Paris, il est aussi allé en Angleterre, et donc pourchassé, voyageant, se transportant, marchant énormément à pied, il a connu beaucoup d'habitations. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. Et on précise dans la note que le verbe circonscrire vient de Montaigne. Alors Rousseau le sait bien, c'est un très grand lecteur de Montaigne, et effectivement, Montaigne emploie ce terme, et je crois qu'il est dans la citation. Alors, qu'est-ce que veut dire circonscrire? Donc, c'est s'inscrire et s'entourer complètement. Voilà. Et donc, quelque part, ça peut être pensé comme un peu angoissant. Se circonscrire, c'est l'inverse de la liberté. Quand on nous dit la liberté, enfin, avec des panneaux comme ça, c'est quelque part, on va dans toutes les directions, on peut voyager, on peut s'éclater, on peut rencontrer des gens sous toutes les formes, etc. Circonscrire, ça veut dire on va se trouver dans un espace plus ou moins circulaire, il y a cette idée dessus, mais qu'on décide soi-même de construire, puisqu'on se circonscrit. On n'est pas mis en prison, on décide de se circonscrire. Et donc, il y a cette idée qu'on va réussir à être peut-être plus heureux en se circonscrivant qu'en s'éclatant. C'est vraiment quelque chose qu'effectivement la philosophie antique, passant par Montaigne, développe véritablement et constate, à l'inverse, avec amertume Pascal, que l'homme n'arrive pas à rester tout seul dans sa chambre et qu'il a toujours envie de se divertir. Et en effet, quand je suis dans ma chambre, dans une pièce, effectivement, tout de suite, j'ai envie de voyager, de partir, d'aller rencontrer des gens ailleurs, de me mettre, peu importe, sur Internet, enfin ce que l'on veut. Et Pascal dit, c'est la preuve de l'insuffisance de l'homme, parce qu'en effet, il est privé de Dieu dans son expérience quotidienne. Et donc, quelque part, le modèle, c'est d'arriver à se circonscrire, et Rousseau lui dit, voilà ce que je veux faire. Simplement, il n'a pas de château, quant à lui, Rousseau, comme Montaigne. Il n'a pas un statut social qui lui permet de cela, puisqu'il est pauvre, enfin relativement pauvre. Il est embarqué dans le monde. Et donc, il va y avoir ce moment très particulier où, par le fait même qu'il est jeté dans le monde et chassé, en quelque manière, de tout un tas d'endroits,
il va trouver l'endroit de la réalisation de ce qu'il désire vraiment, être circonscrit, mais en même temps qu'il pense être essentiel, en effet, être circonscrit. Donc il va y avoir une sorte de chose merveilleuse qui est que la catastrophe de la vie de Rousseau, qui fait qu'il est pourchassé un peu partout, qu'il est hors circonscrit, il est chassé sans arrêt, va, pendant un moment très court, dans ce chaos général de son existence, eh bien, il y a une sorte de plage d'ordre, une plage merveilleuse, une sorte d'utopie personnelle, l'endroit qui sera l'île de Saint-Pierre, voilà le point. Et donc voilà un verbe très très important pour Rousseau, se circonscrire. Et alors on sait bien que Rousseau est un personnage de contradiction, puisque d'un côté, il ne rêve que de se circonscrire, d'être dans un espace relativement clos, une habitation, la maison de Madame de Warens, les Charmettes, de faire au fond qu'une seule œuvre très courte, alors que Rousseau, par ailleurs, par les hasards de la vie, ce qu'il appelle son destin, le mot est dans le début du texte, son destin va être amené, mais aussi par son désir lui-même, à faire exactement le contraire. Il va faire plein de livres, et il va faire surtout jamais 2 fois le même livre. On va dire La Fontaine, par exemple, fait des fables, mais Rousseau, il dit il ne faut pas faire de roman, il fait un roman. Arrêtons avec la musique, il fait un opéra, avec succès. Il n'a pas du tout le projet de faire une œuvre autobiographique, mais il fait une œuvre autobiographique. La philosophie, il fait un livre d'éducation, il fait des polémiques, etc. Il travaille au dictionnaire. Très bien. Donc Rousseau a une œuvre vraiment multiple, aux éclats. Il a une expérience de vie considérable. Il va dans des tas d'endroits, il rencontre des tas de gens, il connaît énormément de choses et il expérimente sans arrêt. Et donc c'est un personnage qui est à la fois hanté par l'idée de se circonscrire et puis en même temps qui fait pratiquement le contraire. De même, à la page suivante, il va expliquer que dans l'île Saint-Pierre, c'est lui qui introduit en littérature le mot farniente, qui vient de l'italien. Il parle italien, évidemment, Rousseau, puisqu'il a beaucoup circulé dans ces régions. Et donc, pour nous, le farniente, on voit ce que c'est. Je me mets dans un rocking chair et je regarde le temps passer, je bulle. Mais à peine Rousseau est dans l'île Saint-Pierre, le farniente, pour lui, ça consiste à faire l'inventaire précis de la botanique de l'île. Il fait même le texte en latin, la Flora Petrensis. Voilà. Et donc tous les jours, il se lève très tôt, et il étudie toutes les plantes, et il écrit aussi, bien entendu. Donc le farniente chez Rousseau, c'est on se lève à 6 heures du matin, et on travaille tout le temps. Voilà, en réalité, on travaille à ce qu'on a envie de faire, véritablement. Donc dans un espace qui est circonscrit, on peut inventer l'infini simplement en regardant les plantes, en les examinant les unes après les autres et en faisant ça. On a ce verbe circonscrire qui est très important et on voit que l'île, c'est l'espace où on se circonscrit, mais en même temps c'est un espace plein. C'est-à-dire à l'intérieur de l'île et à l'intérieur de soi, il y a du multiple. Il y a des vendanges, il y a des vendangeurs, il y a quelqu'un qui est là, qui est le receveur. Il va y avoir d'autres choses encore. Et Rousseau, d'ailleurs, ça ne lui suffit pas tout ce qu'il y a, la diversité de l'île, les courbes qu'il y a. Il va ajouter des lapins. Alors, c'est une grande expédition. Rousseau, au bout de quelques jours, s'aperçoit que l'île manque un peu de lapins. Et donc, il fait venir des lapins pour faire proliférer des lapins, pour qu'effectivement, il y ait des lapins. Et quand il part, les lapins commencent, dit-il, à se reproduire. Bon, je ne sais pas si ça va aussi vite que ça, mais enfin, voilà. Donc, il a besoin qu'il y ait du multiple et non pas de l'un dans cet espace. Donc pour lui, la retraite solitaire, c'est pas une retraite pauvre, c'est-à-dire avec juste on regarde un caillou. C'est pas un bouddhiste qui va méditer devant un bloc de cailloux pendant des heures et des heures. C'est pas du tout ça. Pour lui, la solitude dans l'île, c'est une solitude où on va travailler, on va rencontrer, on va essentiellement multiplier les choses et jouir de la diversité qui est là présente. Et donc c'est ce bonheur qu'il décrit. Être circonscrit, ça ne veut pas dire être limité, enfermé, ça veut dire avoir l'occasion merveilleuse de multiplier dans le fini l'infini. Et donc, comme disait un de mes amis, la grande poésie, c'est de l'infini dans le fini. Un grand poème, parfois très court, à l'intérieur, vous avez une multiplication de l'infini dans le petit. Dans un très beau poème de Paul Éluard, vous avez la totalité du monde qui est contenue. Alors, cette île, la voilà, donc elle porte 2 noms. L'île Saint-Pierre et l'île de la Motte. Rousseau a énormément réfléchi sur les questions du langage. Et il y a une idée sur le langage qui pourrait être, eh bien, il devrait y avoir une bonne langue. Par exemple, bon, voilà, ceci s'appelle eau, enfin verre plein d'eau, et tout le monde sur la terre dirait, ça s'appelle verre plein d'eau. Voilà, et puis voilà. Et depuis l'origine des temps, ce serait comme ça. Or, c'est compliqué parce qu'il y a des Anglais qui ne disent pas verre plein d'eau, et il y a des Chinois qui ne disent pas non plus comme ça, et puis ça, ce que vous voulez. Voilà. Et donc c'est un peu bizarre, c'est le problème de la tour de Babel. Il y a tout un tas de gens qui ne disent pas eau,
Alors que moi, je dis oh, et que ça me paraît relativement évident. Alors, ces crétins d'anglais, ils disent water. Enfin, non, enfin, pourquoi? Voilà. Je n'arrive pas à les convaincre. Et eux, ils trouvent que c'est un peu bizarre. Mais non seulement il y a ceci, c'est-à-dire qu'il y a des langues différentes, ce qui veut dire qu'il y a une brisure quelque part. Donc, il n'y a pas de transparence. Et je l'éprouve. Si je vais en Espagne, eh bien, les types ne me comprennent pas et moi, je ne les comprends pas. Alors que, bon, on est des hommes, on devrait pouvoir se comprendre. Si je vais en Chine, c'est pire encore. Donc, il y a quelque chose qui est brisé, mais il y a pire encore. C'est que même dans la langue française fonctionne souvent avec des synonymes. Il y a plusieurs mots pour dire plusieurs choses. Et donc, c'est un peu embêtant. Hein, voilà. Mais en même temps, c'est très heureux. Heureusement qu'il y a plusieurs mots pour dire plusieurs choses. Les gens, entre eux, d'ailleurs, souvent vont appeler leurs amis, leurs épouses, sous plusieurs noms. Ils vont l'appeler Hélène, elle s'appelle Hélène, mais ils vont l'appeler mon chou, ma carotte, ma pantoufle, et puis chouchou, ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, c'est un peu bizarre, hein, parce que normalement, elle devrait s'appeler, supposons, Hélène, point, ou numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 3. Enfin, voilà, tout simplement. Or, à l'intérieur de même de notre langue, pour désigner une île, eh bien, on va l'appeler de deux manières différentes. Saint-Pierre, avec Saint-Pierre, enfin voilà, toute l'histoire, et puis la Motte, une autre histoire, et c'est la même. Et donc, c'est un et deux en même temps. Et le bonheur, c'est que ici, ce un et deux en même temps, ça s'accorde. C'est un peu étrange, mais pour Rousseau, ça c'est l'amour. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du multiple, et merveilleusement, ici ou là, on ne se bat pas, véritablement. C'est possible. Dans la même langue, il y a deux manières de dire. Et là, c'est quelque part le fondement pour Rousseau de l'amour et vraiment de la poésie. On va faire résonner de l'autre dans le même. C'est pas du tout embêtant. Vous voyez, bon, un Jules Verne quelconque, un positiviste de ce genre, aurait dit non, bon, il y a deux noms pour cette île, soyons simples, on en supprime un des deux. Hein, voilà, l'île va s'appeler comme ça, et voilà, ça sera très bien. Mais non, 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 c'est pas mal qu'il y ait deux noms, on va le maintenir. Ça nous plaît, c'est pas un détail ridicule, ça fait partie du monde. Il y a deux noms, et puis il va y avoir deux îles, et on va voir que dans l'île, tout va peu à peu se dédoubler, en vérité. Hein, voilà. C'est une multiple. Et la langue de Rousseau est elle-même, chaque fois, il va y avoir deux adjectifs, on va voir un ou deux cas très, très frappants de cela. Alors, cette île, eh bien, aucun voyageur que je sache n'en fait mention. Bon, on va dire que c'est une référence au genre littéraire du récit de voyage, et moi je propose un récit sur autre chose. Cependant, elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un homme qui aime à se circonscrire. J'ai insisté sur le verbe circonscrire, il faut encore plus insister sur le mot bonheur. Alors, le mot bonheur, pour nous, va de soi. De quelque manière, on est tous à peu près d'accord. Voilà une chose importante, je cherche le bonheur, et nous cherchons le bonheur, et on a envie de dire, effectivement, que le bonheur, c'est ce que les hommes, depuis toujours, cherchent. Rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux, rien n'est plus faux. Les types du Moyen-Âge ne cherchent pas le bonheur, ils cherchent le salut. Et c'est même éventuellement embêtant d'être heureux sur Terre, puisque on risque de le payer un peu plus cher après. Il n'est pas du tout certain que les citoyens romains recherchent ce que nous appelons le bonheur. Alors il y a un grand écrivain, un grand penseur de l'histoire de la philosophie qui s'appelle Robert Mozy, qui avait composé un énorme livre dans les années 50 qui s'appelle L'idée de bonheur au XVIIIe siècle. Et donc il essaie de gloser sur une formule un peu fausse, mais quand même assez juste de Saint-Just avec Robespierre, qui dit, au moment de la Révolution, le bonheur est une idée neuve en Europe. C'est une idée qui nous paraît un peu bizarre, le bonheur est une idée neuve en Europe. Et oui, Saint-Just n'a pas tout à fait raison quand il le dit, mais il n'a pas tout à fait tort non plus. C'est-à-dire, effectivement, le bonheur, c'est-à-dire le fait d'être bien sur Terre, avec nos amis, avec notre corps, dans une certaine harmonie. C'est une idée qui nous paraît un horizon satisfaisant pour l'essentiel d'entre nous. Et il y en a du mal à comprendre, je ne sais pas, par exemple, des terroristes qui vont se faire exploser, donc renoncent à leur bonheur. Ou des gens qui font des choses un peu bizarres, hein, je ne sais pas, prendre des risques considérables avec leur moto ou je ne sais pas quoi, ou avec des drogues et tout ça, ou de l'alcool, ou avec ce qu'on veut, qui vont les arracher à ce bonheur. On a du mal, on est à la fois fasciné et horrifié par les prises de risques, parce qu'on se dit l'idée régulatrice, c'est le bonheur, mais cette idée régulatrice n'est pas universelle. Ce mot-là, bonheur, est un mot qui apparaît sans cesse dans la littérature du XVIIIe siècle. Robert Mozy a raison, et le grand propagandiste du bonheur, c'est en effet Rousseau. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour Rousseau? C'est quelque chose qui acquiert mon assentiment sensible. Ce n'est pas ma raison qui dit que je suis heureux. Je ne suis pas heureux parce que 2 et 2 font 4, quelque chose comme ça. Je suis heureux parce que je sens que je suis heureux, et je suis heureux dans un accord avec moi-même et avec le monde. Et cet accord avec moi-même et le monde ne dépend pas des points de vue d'autrui. Parce qu'en effet, on peut me dire, pour être heureux, monsieur, portez une chemise bleue. Bon, voilà, tout le monde porte une chemise bleue. Et moi, je dis non. Mon bonheur, le fait d'avoir une chemise blanche aujourd'hui,
fait partie de mon bonheur, véritablement. Alors c'est bizarre parce que c'est extrêmement subjectif. Hein. Voilà, il y a des sociétés où on n'admettrait pas qu'un type ait une chemise blanche. Je serais obligé d'avoir une chemise bleue, etc. Le bonheur est une expérience extrêmement subjective et quelque part un peu révolutionnaire. C'est mon bonheur, c'est pas le vôtre. On n'a pas tous le même bonheur, on le sait bien. Et Rousseau dit, ben voilà, moi je suis heureux dans l'île Saint-Pierre, un endroit où je devrais être malheureux, puisque je suis expulsé, je suis là, je suis enfermé, il n'y a pas de femmes en grand nombre qui arrivent, j'ai pas d'argent, etc. Stendhal veut le pousser encore plus loin. Dans la Chartreuse de Parme, le héros, qui s'appelle Fabrice del Dongo, se retrouve emprisonné dans la tour Farnèse, à Parme. Et là, c'est malheureux parce qu'il est emprisonné, il risque potentiellement la mort, c'est pas très rigolo. Et là, il est dépris des intrigues de la cour de Parme, il est immensément heureux, parce qu'il voit le ciel bleu, et en plus, chance pour lui, il y a une certaine Clélia Conti, qui est la fille du geôlier, qui est très jolie évidemment, et qui garde les oiseaux. Et rien que de voir le ciel bleu et de voir de temps en temps, c'est-à-dire que Clélia, il est infiniment heureux. Et donc c'est un paradoxe pour lui. Comment peut-on être heureux dans une prison? Ben oui, c'est possible, peut-être, etc. Parce que à ce moment-là, le personnage s'accorde avec lui-même et avec le monde et avec son désir. Alors Rousseau, quelque part, la condition pour lui du bonheur, c'est d'être circonscrit. Ce n'est pas l'accumulation des biens, ce n'est pas la multiplication des aventures amoureuses, financières, tout ce que l'on veut, ce n'est pas la multiplication de l'expérience, mais c'est cette forme-là d'être circonscrit. Or, eh bien, on l'a peut-être là, dans cette île, l'île Saint-Pierre. Le seul au monde à qui sa destinée en ait fait une loi, oui, parce que j'étais chassé de partout, et je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. Alors c'est une phrase qu'on commenterait à l'infini, elle est admirable chez Rousseau, parce qu'il y a deux concessifs, quoique je sois peut-être le seul au monde, et ensuite, quoique je ne l'ai trouvé jusqu'ici chez nul autre. La phrase est deux fois corrigée, au début et à la fin. Il est à la fois ce qu'il y a de plus commun, et en même temps, il est une exception. Eh bien, on va dire, il définit le statut de la personne contemporaine. Je suis ce qu'il y a de plus commun, bon, Yves Le Pestipon, rien de plus banal, mais en même temps, j'éprouve que moi qui suis le plus commun des hommes, je n'ai pas remporté la bataille de Wagram, très bien, eh bien, en même temps, je suis, quoique, je suis aussi tout à fait séparé de vous et parfois de moi-même quand j'étais dans un état antérieur. Et donc, c'est cette espèce de mouvement permanent qui fait la pensée de Rousseau. Rousseau n'est pas un dogmatique, c'est quelqu'un qui nuance sans arrêt par les quoique qui sont là, mais il l'explique un peu plus loin dans le texte, les vagues du lac de Bienne, avec ses remous et ses ondulations sans arrêt, eh bien c'est effectivement ce rythme, quelque chose qui se modifie, qui est singulier, qui se change. Et arrive la description du lac de Bienne et un mot sur lequel je voudrais insister, parce que bon, tous les professeurs de littérature insistent beaucoup sur cette phrase, c'est la phrase du premier paragraphe. Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles du lac de Genève, parce que les rochers, etc. Alors on explique souvent, et avec raison, que cette apparition du mot romantique est la première apparition du mot romantique dans un grand texte de littérature française, et on sait la postérité du mot romantique ensuite. Donc personne, La Fontaine, Voltaire, d'Alembert, etc., Montesquieu n'ont employé le mot romantique ici. Le mot romantique n'existait que de temps en temps dans des textes sur l'art des jardins et des paysages, et encore très récemment par rapport à ça. Romantique vient de l'anglais, romantique, et il vient du français, parce que derrière il y a roman, hein, bien sûr. Donc qu'est-ce que ça veut dire romantique? Ça veut dire romanesque au départ, c'est plus ou moins synonyme, mais en même temps, on va dire légèrement un petit peu étrange, un petit peu sauvage. Et donc c'est ce sens-là. Mais pour nous, et c'est la difficulté, c'est que pour nous, on ne peut pas lire cette phrase-là sans penser à Victor Hugo, à Wagner, à tous ces gens-là. C'est-à-dire que pour nous, le mot romantique, ça veut dire romantisme, grand romantisme européen, avec des chevauchés Valkyrie et compagnie. Et donc, il faut, pour bien l'entendre, et pour entendre vraiment à la fois la nouveauté extrêmement prometteuse de ce mot-là, le situer dans l'origine anglaise, l'origine française, hein, les romans, et même à la racine Rome, hein, voilà, Rome, qui donne le roman, qui donne le mot romanesque, qui passe par l'anglais romantique, et qui est repris en français romantique pour décrire des paysages pittoresques, un petit peu sauvages, mais tels qu'on les trouve un peu dans les romans, et au fond, on va le voir, où il n'y a pas grand monde dedans, mais il n'y a pas l'idée de mystère, d'apparition des Valkyries, de Dieu, de ce que dit la bouche d'ombre, enfin tout ce que Victor Hugo va mettre dans le romantisme. Il n'y a pas la 5e symphonie. Beethoven n'est pas encore là quand Rousseau est en train d'écrire son truc-là. Donc on est sur un truc qui est très difficile dans l'histoire de l'art, c'est qu'on a un mot qui est extraordinairement célèbre, romantique,
qui est employé pour la première fois en littérature par un très grand écrivain, Jean-Jacques Rousseau, et qui n'a pas à ce moment-là tout à fait le sens qu'on donne maintenant, parce que pour nous, il est plein de romantisme 19e siècle, et on va dire moderne. Et moderne, c'est un peu étrange. Je me souviens, quand j'étais en Chine avec quelques copains, on avait des petites soldates chinoises avec qui on bavardait, on faisait de l'archéologie. Quand elles ont appris qu'elles étaient français, elles nous ont dit « Oh, you are so romantic ». Et alors, nous, on était vraiment dégueulasses avec les spinasses, elles étaient militaires, en plus, mignonnes et chinoises, mais on a appris, effectivement, que puisque nous étions français, nous étions donc romantiques. Voilà, romantiques. Alors, ça voulait dire qu'un mélange de Tour Eiffel et de trucs comme ça, et des amandes du Pont-Neuf, enfin tout ça, voilà. Bon, nous on puait, enfin, on était vraiment bon. Voilà. Le cliché était là et le cliché a fait le tour du monde et c'était assez plaisant de voir les petites soldates chinoises employer ce mot qui contenait Rome, qui contenait le roman, qui contenait Chrétien de Troyes, qui passait par l'anglais, qui passait par Rousseau, qui passait par Victor Hugo et qui qualifiait Yves Le Pestipon, qui était un sorti de bouillasse. Voilà. Et qui se disait, mais nous on est romantiques, nous avec mon ami Lespinasse, on est tout ce qu'il y a de moins romantique dans le sens qu'elles attendaient en plus. Hein, voilà. Alors c'est un mot très compliqué et quand effectivement on lit ce texte-là, on est en grande difficulté, et les étudiants sont en grande difficulté, parce qu'on projette la suite sur un texte ancien. Hein, voilà. Mais cependant, en même temps, il ne faut pas non plus oublier que ce texte-là a été effectivement énormément lu par les romantiques, Nerval et plein d'autres, comme étant effectivement la racine de leurs sentiments. Et quand, dans Sylvie de Nerval, le personnage se rend sur la tombe de Rousseau dans une île, évidemment, il ne pense qu'à ça. Il pense qu'à l'île du lac de Bienne, il pense à l'île dans le cas à Hermonville se trouve Rousseau, et il sait, lui, qu'il est un romantique au sens moderne du terme, avec les réflexions, les portes d'ivoire et de corne, un peu de Dante qui s'ajoute, enfin tout ce que vous voulez. Donc tout cela est là. Alors qu'est-ce que c'est ici romantique? On le voit, les livres du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques. C'est un peu redondant hein, pour Rousseau. Ça fait partie de ces choses où Rousseau met deux adjectifs. Un qui est ancien, sauvage, silois, la forêt, voilà. Et romantique, c'est un mot pour lui moderne. Anglais, enfin, ça vient de sortir. C'est un mot technique. Enfin voilà, c'est pas un mot avec un énorme passé littéraire. Donc là, il y a un contraste. Il y a deux mots pour dire un peu la même chose, mais pas sur le même ton. Comme tout à l'heure, on avait l'île de la Motte et l'île de Saint-Pierre. C'est la même chose. Et c'est pas la même chose. On a là un très bel exemple d'histoire littéraire. Alors, ce lac de Bienne un peu romantique, c'est parce qu'effectivement, les rives du lac de Bienne sont peu peuplées, ça tombe directement dans l'eau, il n'y a pas d'immenses territoires de vignes, etc., il n'y a pas de voyageurs, et donc, effectivement, il y a cette sauvagerie. Dans ce lac, il y a deux îles, où à l'époque, il y avait deux îles, maintenant, il y en a une, et puis il y a une sorte de presqu'île. Et donc, pour Rousseau, la différence entre les deux îles est la possibilité d'une méditation sur le pillage des ressources par le plus fort de ce qui est le plus pauvre. Alors, on voit bien que là, on sort du récit de voyage. On rentre dans une méditation politique et anthropologique, au fond, assez pessimiste, et qui, on va dire, quelque part, prépare la Révolution française. Parce que les gens qui vont se réclamer de Rousseau, Saint-Just, Robespierre, hein, pour eux, le grand homme, c'est Rousseau, leur idéal, c'est quelque part liberté, égalité, hein, fraternité. Égalité est au milieu, c'est-à-dire lutter contre la différence des richesses, des forces des îles, et à coup de guillotine éventuellement, enfin voilà, pour essayer de rétablir un ordre, disons, heureux. Et on voit comment le communisme, le stalinisme, avec tous ses défauts, donc quelque part, cette réflexion-là, amère, mais en même temps qui ouvre un horizon politique, un horizon de recherche d'égalité, va être lu au XIXe siècle. Et puis au XXe siècle, comme un texte qui fonde, disons, la gauche en général européenne, avec ses différents aspects. Quelque part, on peut dire, être de gauche, c'est constater avec amertume que la plus grande île est en train de dévorer la plus petite, et qu'on va essayer de faire quelque chose pour que la plus grande ne dévore pas complètement la plus petite. Voilà l'idée. Alors, c'est ainsi que donc tout le monde va se retrouver dans le récit de Rousseau, et que effectivement, une partie du débat politique actuel, enfin depuis le XXe siècle, mais encore aujourd'hui, eh bien, quand on accuse Madame Rousseau d'être rousseauiste, c'est-à-dire par exemple de vouloir protéger la nature, qui est dans la position de faiblesse par rapport à l'action de l'humanité, on joue évidemment sur le fait qu'elle s'appelle Madame Rousseau, mais on rappelle évidemment cette idée qu'à la place de cette rêverie rousseauiste, chez Rousseau, d'une égalité, d'une indépendance, etc., il faut
faudrait mieux les lois du marché, il faudrait autre chose, voilà, la liberté, d'autres valeurs. L'amertume de Rousseau est en effet une amertume qu'on constate dans une partie du discours, quelque part, de la gauche, de l'écologie, etc. Il y a un constat triste de l'état du monde, et puis en même temps, il y a une espérance. Bon, ça peut être la révolution, l'élection nouvelle, le changement du monde, etc. Mais ce constat triste est un constat qui est vraiment très présent en effet chez Rousseau. Alors, cette tristesse n'est pas tout chez Rousseau. Ce qui est très très beau chez Jacques Rousseau, c'est qu'il y a effectivement cette méditation mélancolique à la fin du second paragraphe, qui est compensée par le fait que dans l'île, effectivement, où il y a un receveur, c'est-à-dire l'intendant qui gère les affaires de l'hôpital de Berne avec sa famille, donc il gère l'élevage, il gère la vigne qui est là, il entretient la maison que l'on voit toujours, qui est une assez vaste maison, et il va donc accueillir, d'ailleurs en partie Jacques Rousseau. Ces gens-là, effectivement, constituent une petite communauté, non pas primitive au sens des sauvages de je ne sais où, mais une communauté qui est aussi proche de l'état de ce que Rousseau appelle la nature que possible, puisqu'ils ne sont pas dans les grandes villes, puisqu'il n'y a pas de théâtre, etc. Et que donc ils se livrent à des activités fondamentales, dont l'une c'est la vendange, alors qui permet le vin, et le bonheur du vin, et même les significations chrétiennes, Rousseau est chrétien, qu'il peut y avoir dans le vin, mais aussi la danse. Et alors pour Rousseau, effectivement, la danse, c'est essentiel. La danse vient s'opposer au théâtre, parce qu'en effet, dans le théâtre, il y a séparation. Donc, je suis sur la scène, voilà précisément. Vous êtes séparés de moi, et donc, voilà, j'ai du pouvoir, vous n'en avez pas. Il y a une coupure entre nous, le rideau qui peut l'exprimer, voilà. Tandis que dans la danse, telle que Rousseau se la représente, qui n'est pas la danse de l'opéra, où il y en a un qui danse et les autres regardent, et qui n'est pas, disons, la danse de boîte de nuit, où on se tortille, etc., mais qui est la danse avec des rondes, les danses, disons, populaires, voilà, qu'on connaît encore. Eh bien, dans la danse, il y a une unité qui se fait à la fois par les corps, par la structure sociale et surtout par la musique, à la fois assez régulière et extrêmement harmonieuse. Et donc, le fait que la vendange s'accorde avec la danse dans le mot même, dans l'écho, c'est vraiment ce qui intéresse Rousseau. Le mot vendange n'est pas le mot danse. Le mot danse n'est pas le mot vendange. Comme tout à l'heure, le mot Lamotte n'est évidemment pas le mot Saint-Pierre. Mais ces mots, c'est les rapproche, et c'est dans la vibration entre les deux que se fait l'unité. C'est une unité, on le voit, simple et plurielle, c'est l'unité qu'il trouve dans l'île, véritablement. Alors là, évidemment, sur un texte pareil, on pourrait rester jusqu'à 4 heures du matin, tranquillement. Effectivement, les commentaires de l'œuvre de Rousseau, je vous conseille particulièrement de lire Starobinsky, La transparence et l'obstacle, sont innombrables, et les colloques ne cessent de se multiplier sur cette œuvre extrêmement profonde, extrêmement belle, et je ne peux que vous encourager à lire et à relire Les rêveries du promeneur solitaire, et d'ailleurs toute l'œuvre de Rousseau, peut-être pas à écouter Le Devin de village, mais par curiosité, si vous avez jamais entendu, il faut quand même se rendre compte. Voilà. Vous venez d'écouter un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 13 septembre 2021, consacré au texte de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, et plus spécifiquement à la 5e rêverie. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.